Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter notre podcast sur l'avènement du nazisme. Nous allons plus précisément nous pencher sur la question comment un tel système politique et social qu'est le nazisme a pu être mis en place à l'époque pendant la période de l'entre-deux-guerres. Nous allons tout d'abord introduire le contexte au niveau européen, surtout en Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, nous allons par la suite analyser l'économie allemande pendant l'entre-deux-guerres et nous pencherons également sur le niveau sociopolitique dans lequel elle se trouvait. Nous terminerons par la conclusion qui répondra à la question de notre problématique. Au début de 1919, après la Première Guerre mondiale, les alliés victorieux, la France, l'Italie, l'Empire britannique, l'Empire russe et les États-Unis, se sont réunis pour discuter de la manière de punir l'Allemagne. L'Allemagne, totalement mise de côté pendant les discussions, se retrouve obligée de signer le Diktat, un accord de paix appelé le traité de Versailles, le 28 juin 1919. À l'origine, le but de ce traité était de reconstruire l'Europe et de rétablir la paix. Pourtant, le traité blâmait l'Allemagne pour la guerre et la punissait sur à peu près tous les domaines. Elle se voit perdre ses colonies, ses territoires, ses ressources, sa puissance militaire et 8 millions de personnes. La dette économique est extrêmement dure et c'est dans cette humiliation que l'Allemagne reste pendant de nombreuses années. L'analyse au niveau économique. Le traité a en effet eu un impact énorme sur l'économie allemande qui se retrouve totalement ruinée après la guerre. L'Allemagne devait payer toutes les réparations non seulement pour se reconstruire elle-même, mais aussi à ses pays voisins, comme l'indique le traité de Versailles. Il s'agit de très grands endettements à l'étranger qu'elle ne peut pas rembourser. L'Allemagne repose ainsi sur des bases très fragiles et dépend énormément de ses voisins au niveau de son économie, qui ne souhaitent pas qu'elle se relève. C'est malheureusement la population même qui va en souffrir en premier lieu. Les crises d'hyperinflation que l'Allemagne connaît en 1923 entraînent des licenciements massifs et des salaires qui ne permettent pas de subvenir aux besoins vitaux. Une grosse partie des investissements proviennent des USA. L'Allemagne dépend donc beaucoup des États-Unis au niveau économique. Ceci leur porte préjudice pendant la crise de 1929, qui a un gros effet sur leur pays et l'affaiblit, à l'égard du monde entier, mais ce sont eux qui en font les frais les premiers. Il y a également l'effondrement de la production industrielle, le retrait massif des capitaux, des faillites des industries. Quelques exemples, la production de charbon est passée de 163 à 104 millions de tonnes, l'acier est passé de 16 à 5,8 millions, et l'industrie mécanique a connu une baisse de 40%. Et les industries font faillite de 10 000 à 12 000 par an. On voit donc bien que l'Allemagne vit une catastrophe économique pendant l'entre-deux-guerres. Pour tenter de calmer cette crise, les dirigeants mettent en place un système de déflation, où il y a la réduction des allocations chômage et des prestations sociales, etc. L'État va racheter les entreprises en difficulté, ce qui lui permet de mettre la main sur l'industrie allemande. Mais les crises économiques de 1923 et de 1930 à 1932 ont un trop grand impact sur le chômage et les salaires. Environ 60% de la population allemande se trouve frappée par une crise de l'emploi, et qui affecte surtout les ouvriers, les jeunes et les cadres. Le chômage a augmenté après la crise de 1929. L'Allemagne est durement touchée par cette crise. L'industrie du pays, dépendant beaucoup des crédits américains, le pays entre dans la régression dès décembre 1930. La production diminue, les prix s'effondrent et le chômage explose. L'économie allemande est en miettes. La montée du chômage et le désarroi total d'une population vivant dans la pauvresse plongent l'Allemagne dans un climat de désespoir. Les Allemands se tournent vers les seuls politiciens, plus précisément Hitler et les nationaux-socialistes, qui leur promettent un avenir digne et sûr. La NSDAP trouve dans la crise économique des années 1931 à 1932 un tremplin pour se hisser au pouvoir en 1933. Dès qu'Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933, le taux de chômage chute. Hitler avait promis à ses électeurs de lutter contre le chômage et c'est ce qu'il semble avoir fait. En 1939, il n'y a presque plus de chômeurs. La politique économique menée par les nazis mène à la quasi-disparition du chômage. La progression de l'activité industrielle, l'énorme bureaucratie du parti nazi, l'emploi des Allemands dans le commerce ou les administrations pour remplacer les Juifs, exclus, et la reconstitution d'une puissante armée ont aidé à cette baisse drastique du chômage. Au niveau sociopolitique, le 28 juin 1919, lorsque le traité de Versailles est signé, la population allemande est très mécontente. La population allemande estime avoir reçu un couteau dans le dos car pendant qu'ils étaient sur le front,
les commandants signaient un armistice qui désavantageait grandement l'Allemagne. Beaucoup d'Allemands trouvaient ainsi ce traité injuste et pas légitime. La haine contre les dirigeants qui forment plus tard le gouvernement de Weimar est donc bien ancrée dans la société de l'époque. Et ce, dès que la guerre mondiale de 14-18 fut terminée. Le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs, appelé tout simplement DAP à l'époque, n'est pas très connu et soutenu par peu de personnes à la fin de la Première Guerre mondiale. Hitler rentre dans ce parti et dans cette période-là, mais la question se pose quand même. Comment a-t-il pu prendre autant d'ampleur et monter au pouvoir si rapidement, en sachant qu'il s'agissait d'une dictature légale et qu'une grande partie de la population l'a voté? On va voir que c'est au moment les plus critiques pour la population allemande, plus précisément pendant la crise de 1923 puis 1929, que le parti nazi va prendre de plus en plus d'ampleur. En fait, au début, les troupes du parti se regroupent aux militaires démobilisés, aux déclassés et aux marginaux de la population allemande. Ceux-ci constituent en effet une proie facile, notamment pour le parti nazi, qui cherche à une montée au pouvoir, puisqu'il s'agit des plus défavorisés. De plus, de nombreux Allemands considèrent la coalition comme un gouvernement faible, incapable de lutter contre la crise. Le parti nazi profite de cette insécurité et de cette peur pour s'imposer dans la société à l'aide des promesses remplies d'espoir. Mais c'est surtout et grâce à la crise en 1929 que le parti devient une force politique de premier ordre. En effet, les plus touchés par les crises successives et les mesures dévastatrices prises par le gouvernement de Brüning puis von Papen soutiennent ardemment la politique menée par Hitler et son parti. La paysannerie, frappée par la chute des exportations agricoles et qui mène des révoltes depuis plusieurs années déjà, la bourgeoisie, qui est en danger face à la prolétarisation, les chômeurs, les patriotes humiliés par la guerre, et finalement la jeunesse. Avenir sombre et son travail. Le 23 mars, il obtient les pleins pouvoirs pour 4 ans. La révolution nationale socialiste se fait en quelques mois. Le 14 juillet 1933, le NSDAP est proclamé parti unique. Voici une photographie faite par Heinrich Hoffmann, ami et iconographe attitré d'Hitler. Il s'agit d'une photo qui date de 1932 et on peut voir qu'Hitler est entouré d'une quarantaine de jeunes SA venus de toute l'Allemagne à la Maison Brune de Munich. Les militants se penchent en une masse compacte vers le Führer et ils l'observent tous attentivement. Ils sont fascinés de cette rencontre avec lui. L'effet de contre-plongée et l'isolement du chef au premier plan, séparé des SA par la table, accentuent le caractère mystique de cette réunion. Hitler est l'idole de tous. En fait, Hitler et son parti vont mettre en œuvre une grande politique de propagande où le but est de véhiculer la doctrine nazie par l'intermédiaire des arts, de la musique, du théâtre, des films, des livres, etc. Conscients de la nécessité d'étendre les assises du parti nazi au sein de la population, ils vont utiliser tous les moyens à disposition pour embrigader les masses et leur inculquer l'idéologie nazie grâce à la diffusion des médias. Les messages donnés à travers les propagandes du NSDAP sont une bouffée d'espoir pour l'Allemagne, qui, comme on l'a vu, vit dans la pauvresse et la désillusion totale. Ces moyens d'expression, accessibles à tous, deviennent ainsi de vraies armes extrêmement efficaces pour rallier la population allemande à la politique d'Hitler. Elles glorifient les dirigeants du gouvernement et leur politique nationale et raciste, projetant une vision élogieuse de la communauté nationale. Les promesses et les discours faits par le Führer redonnent également l'espoir à la population allemande. Il se présente comme l'homme qui va rendre à l'Allemagne sa puissance et sa place au niveau mondial. Sa politique convainc ainsi les plus touchés par la crise. Ses promesses contiennent tout ce dont l'Allemagne a besoin d'entendre à ce moment-là. Un gouvernement fort et stable, un rétablissement de la paix sociale, l'écartement du danger communiste, la relance grâce à une politique de réarmement et l'ouverture de l'économie allemande aux marchés extérieurs. Et on voit aussi bien que ces valeurs sont omniprésentes dans leur programme politique. Ici se trouvent quelques points du parti allemand NSDAP publié en 1920. On retrouve bien encore une fois ce discours rempli d'illusions. Sur le point 1, nous exigeons la constitution de la Grande Allemagne. Donc le but ici est de retrouver la dignité et la puissance de l'Allemagne qui a été perdue depuis la guerre. Le deuxième point, nous exigeons l'égalité des droits du peuple allemand au regard des autres nations, l'abrogation des traités de Versailles et de Saint-Germain. Encore une fois, le but est que l'Allemagne redevienne une puissance mondiale après la Première Guerre mondiale et la promesse d'une meilleure qualité de vie.
Et pour le point 4, seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. Pour être citoyen, il faut être de sang allemand, la confession importe peu. Aucun juif ne peut donc être citoyen. Un autre point important dans leur politique consistait en effet à concentrer les masses sur un seul ennemi commun, les juifs. La race, notamment dans le cas du nazisme, était un argument très fort à l'époque en Allemagne. L'antisémitisme d'Hitler avait en effet pour but de diriger la haine et la peur contre les juifs, mais également contre les communistes et sociodémocrates, ainsi que ceux que les nazis tenaient pour responsables de l'armistice en novembre 1918 et du traité de Versailles et de l'instauration de républiques parlementaires. Ces derniers étaient, dans la politique nazie, la cause des problèmes politiques, sociaux, économiques et éthiques auxquels se voyait confronté le peuple allemand. Pour conclure, la misère largement répandue, la peur d'un avenir encore plus sombre, la colère et l'impatience devant l'échec du gouvernement à gérer la crise a ainsi favorisé à créer un terrain fertile pour la montée d'Adolf Hitler et de son parti nazi. C'est surtout à partir des années 1930, suite au crash boursier de 1929, qu'Hitler va monter au pouvoir très rapidement. Les plus démunis à cause de la guerre et des mesures strictes croient aux promesses du NSDAP, et la propagande nazie prend de plus en plus d'ampleur. Le racisme hitlérien qui dirige la haine contre les juifs est également un outil très puissant pour qu'il monte au pouvoir. C'était l'avènement du nazisme. Merci beaucoup de votre écoute.